pour répondre à vos questions, à toutes vos questions. Donc, il est largement temps d'accueillir votre ambassadrice, Mélanie Kornmeier. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir à tous, bonsoir. Beaucoup de questions, je crois. Je vous laisse la main. Alors, je commence directement par les questions qui concernent le virus lui-même. Ce sera plutôt des questions pour vous, messieurs. Yvan Agnesina nous écrit « La létalité de la grippe espagnole de 1918 était estimée entre 3 et 5%. Qu'en est-il de ce coronavirus, Laurent Kayser ? Alors, c'est la grande question, c'est la question clé. Elle est très importante, d'abord aussi pour préserver nos systèmes de santé. Si la mortalité est de l'ordre des 2% qui sont évoqués actuellement, et que le virus circule dans la population à grande échelle, puisque personne n'est protégé, n'a pas d'immunité contre ce virus. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on a la grippe qui circule, vous avez tous, un jour ou l'autre, été en contact avec la grippe, donc vous êtes protégés contre des cousins proches. Ce n'est pas le cas pour ce coronavirus, probablement. Et la question clé est de comprendre quel est le taux de personnes qui vont développer des signes sévères, une pneumonie et être hospitalisés. 2%, c'est certainement une surestimation. C'est un peu l'image, l'archétype de l'iceberg. Actuellement, on voit les gens qui vont dans les hôpitaux, mais on ne voit pas les autres qui sont dans la communauté avec des syndromes respiratoires plus faibles. La grippe, actuellement, on pense qu'elle conduit des gens à l'hôpital dans environ 0,1% des cas, 0,01% des cas. La grippe normale, saisonnière. La grippe saisonnière que tout le monde connaît actuellement autour de soi. Donc, relativement faible par rapport aux 2% qui ont été évoqués auparavant. Mais la réalité, elle va être entre ces deux fourchettes. Faire des prédictions, pour l'instant, on est incapable de le faire. Mais on est assez convaincu que ça sera beaucoup moins que 2%. Deuxième question. Est-ce que ça pourrait se combiner, se mélanger, muter avec un autre virus ? Ça, c'est une question de mots de Béchon. Non, Laurent. Monsieur Pittet. Ou monsieur non, l'expert du virus. Non, ça ne va pas se combiner. Ces petites bêtes, elles restent indépendantes, elles ne peuvent pas se mélanger. C'est très difficile. Autre question de Mélissa Ravera. Que faire des porteurs asymptomatiques, comme ce fut le cas en Belgique ? Est-ce que ce genre de cas risque d'augmenter la propagation du virus ? Monsieur Alors, le virus, il va se propager. Ce virus va s'établir, comme Laurent l'a dit tout à l'heure. Donc, forcément, il va y avoir des porteurs asymptomatiques. Et c'est tout à fait attendu. Et aujourd'hui, on n'a pas à chercher le porteur asymptomatique uniquement pour proposer quelque chose. Par contre, il est bon que chacun suive les recommandations qui sont établies par rapport à la vie de tous les jours. J'aimerais compléter quand même. Quand on est asymptomatique, on ne tousse pas. Même si on est en phase d'incubation, je préfère le terme incubation, ou quelques symptômes pas très bien caractérisés, vous êtes un peu patraque, vous avez de la fièvre... potentiellement, vous pouvez transmettre le virus. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle maladie infectieuse. C'est vrai pour la rougeole, c'est vrai pour la grippe. Donc, il n'y a rien de très nouveau à ce niveau-là. Mais si vous ne toussez pas et que vous gardez une distance sociale et que vous respectez certaines règles de base d'hygiène en protégeant... Touchant dans le coude. Voilà, exactement. Eh bien, la capacité à se transmettre est quand même bien moindre que pendant la phase aiguë de la maladie. Loreto Alvarez, combien il faut de temps pour guérir du coronavirus, si on l'attrape par malheur ? Aujourd'hui, on a des informations par rapport aux gens qui font des maladies graves. Et on sait que finalement, on peut avoir malheureusement un décès dans la semaine, dans les 10 jours. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de gens avec des maladies qui sont des maladies très mineures et qui se résolvent très rapidement. Alors, de dire qu'on peut, disons, certifier aujourd'hui combien de temps dure la maladie. On dit toujours une grippe, c'est une semaine, voilà. Et on est, pour moi, dans un contexte très équivalent. Il y a des chiffres qui sont tombés, Mélanie, sur la catégorie de gens qui développent plutôt des complications. Ces chiffres, c'est quoi ? C'est 80% des gens... Aujourd'hui, c'est basé sur des chiffres qu'on a obtenus hier, venant de Chine, où on a environ 9000 patients qui ont acquis la maladie. Les 3/4 de ces patients font des maladies vraiment bénignes. 20% de ces patients, c'est-à-dire environ un cinquième, font des maladies un peu plus sévères. Et puis seulement 4% vont en réanimation. Alors,
avec des maladies très sévères. Puis Laurent l'a dit, en moyenne, on a 2% de mortalité. Mais quand on regarde ces 2% de mortalité, on voit que malheureusement, les personnes qui ont plus de 75 ans, dans cette analyse, la mortalité est de 20%. Ça veut dire que ce 2%, il est expliqué avec un 20% chez les personnes très âgées, de plus de 75 ans. Et puis ensuite, évidemment, vous imaginez, par exemple, chez les enfants, apparemment, il y a vraiment très, très, très peu de maladies très sévères. Une dernière question sur le virus, Mélanie. Très courte, Bassou Mouri qui demande est-ce qu'il y aura bientôt un vaccin ou est-ce qu'il en a déjà un? Laurent ? Je pense qu'il ne faut pas espérer avoir un vaccin très rapidement. Des années. C'est en général l'espace-temps qu'il faut pour développer un vaccin. Et on n'a pas d'antiviraux, on n'a pas de traitement spécifique. Pas mal de questions, je crois, Mélanie, sur les comportements adoptés. Énormément de questions pratiques pour le quotidien. André Rothenbuller nous demande quelle protection individuelle peut-on utiliser pour se protéger du virus? En gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison? Ça, c'est toujours pour les médecins. Alors, à la maison, est-ce qu'on doit se protéger du virus à la maison? Je veux dire, comme on l'a dit, le virus ne circule pas en Suisse. Si on parle de la Suisse, bien évidemment. Mais évidemment, l'hygiène de base est toujours valable pour plein d'autres virus. Il y a d'autres coronavirus, Laurent l'a dit, il y a des rhinovirus, il y a plein de choses. Donc, le lavage des mains ou la friction hydroalcoolique, se moucher si tout d'un coup on éternue dans le coude, c'est bien, de manière à éviter de se moucher sur son voisin, tu m'excuses Laurent, et puis un certain degré de distance sociale, quand on sent qu'on est un petit peu malade, c'est important de respecter l'autre. La responsabilité, quoi. Finalement. Ben oui, c'est de la responsabilité de communauté. Un autre internaute nous demande si porter des gants, ça aide. Porter des gants, non. 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 Voilà. Non. Question C'est simple, clair, réponse voilà. simple. Et même pire, parce qu'en fait, quand on porte des gants, en général, on se sent protégé, ce qui fait qu'on touche tout le monde avec les gants. Et puis au bout du compte, on transmet aussi avec les gants. Donc pas de gants. Marie-Paul Ayer nous dit on nous dit de ne pas aller aux urgences, mais d'appeler un médecin à la maison. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense que d'utiliser les hotlines, les services d'abord par téléphone, permet déjà de conseiller. On va peut-être donner les numéros juste des hotlines, parce qu'on les a, les numéros d'abord de l'OFSP. Il y a un numéro pour le grand public, puis un numéro pour les voyageurs, je crois. Le numéro pour le grand public, s'il peut s'afficher, c'est le cas, c'est le 058 463 00. Et le numéro pour les voyageurs, c'est le 058 400, je n'arrive pas à le lire, 54 44, voilà. Enfin, vous arrivez à le lire mieux que moi, vous qui êtes devant votre écran. Pardon, Mélanie. Continuez. Marty nous dit il paraît que ça se combat avec de l'homéopathie. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui vont dans ce sens-là. On ne peut pas répondre à cette question de cette forme-là. Et puis au final, on a eu beaucoup de questions sur tout ce qui concernait les lettres, les colis. Jackie Tanaka, par exemple, écrit « J'ai commandé des couvre-lits à une entreprise française, mais les paquets sont venus de Chine. Est-ce que je peux les ouvrir sans crainte ou est-ce qu'il faut que je désinfecte les colis ?» On va répondre en cœur. Il n'y a aucun danger. Aucun risque. Le virus ne peut pas survivre dans ces conditions. Impossible. Aucune lettre, aucun colis, Non. rien du tout. Est-ce qu'on est, Pascal Stroupler, typiquement avec ce type de questions-là, qui sont des questions tout à fait légitimes, mais est-ce qu'on n'est pas exactement dans l'infodémie qu'a dénoncé l'OMS? C'est-à-dire on a une épidémie de mauvaises informations, d'idées reçues, de fake news, de complots, de craintes infondées. Non, nous constatons que les premiers jours, il y avait beaucoup de questions qui se référaient à la peur des gens. Et chaque jour qu'on avance, les gens sont plus précis dans leur questionnement. Nous sommes dans une société qui a bien changé depuis la crise SARS et puis Ebola. Nous avons les médias sociaux qui, d'une part, profitent aussi à des fake news, mais profitent aussi à distribuer l'information correcte des autorités ou des médecins et des spécialistes. Vous avez des questions pour les autorités aussi, Mélanie? Julien Perretton, vous dites que les commentaires sont plus précis. Eh bien là, lui demande, pas des questions sur Air China, mais il demande un passager en provenance de Pékin, est-ce qu'il pourrait transiter par Singapour et puis ensuite venir en Suisse? Oui, probablement. Oui, mais vous voyez que On va lui répondre oui, c'est possible. Mais si les porteurs du virus, imaginons, il n'y aura pas du tout de... C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait des gens qui venaient de Chine, mais les pas par la Chine, c'est ça? C'est ça. Si les screenings se font sur place et la personne a des symptômes, a la fièvre, elle ne sera pas permise sur l'avion. Et c'est déjà arrivé, finalement. Depuis fin décembre, le virus circule. Il y a eu énormément de Suisses qui sont revenus de Chine et qui n'ont pas été dépistés. Ils n'ont pas développé des symptômes, ils n'ont pas
transmis la maladie. Ou s'ils ont développé des symptômes, c'est resté une grippe. Si des cas ont eu lieu et n'ont pas transmis, c'est possible. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça montre que le virus est quand même un peu flemmard pour s'installer dans notre pays. Dominique Guériot nous dit, est-ce que mettre les gens en quarantaine, tous ces gens qui arrivent d'Asie par des bateaux, par les avions, est-ce que ça ne se fait plus du tout? Pascal Strubler. Non, ça ne se fait pas, c'est pas prévu, du moins pas pour l'instant. On n'est pas dans une situation extraordinaire. Il faudra voir comment la propagation se fait. Beaucoup de questions sur les stocks de médicaments. Est-ce qu'il y en a assez nous demande Chris Double. C'est-à-dire que les médicaments, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de traitement spécifique contre le virus. Par contre, évidemment, on utilise des traitements de soutien, et voilà, comme pour la grippe, par exemple. Et là, évidemment, il n'y a pas de problème de médicaments. Là aussi, on touche le point essentiel de ce qui se passe dans cette ville de Wuhan, qui a été submergée de personnes malades. Il faut bien imaginer que toutes ces personnes ont été dans 2, 3 ou une dizaine d'hôpitaux d'une ville de 11 millions d'habitants. Ça a en quelque sorte coagulé le système de santé. Ça a demandé beaucoup de ressources. Donc on peut s'attendre dans des situations extrêmes, d'épidémies extrêmes, d'avoir des difficultés d'approvisionnement de certains médicaments. C'est possible, mais actuellement, ce n'est pas une chose qu'on craint pour ce virus. Et puis Marc Dubois, lui, se demande, est-ce que la protection civile est-elle suffisamment armée pour réguler un confinement, une évacuation en cas de contamination en Suisse? Est-ce que la Suisse est prête? Ça, c'est pour Rebecca Ruiz. Disons, alors si on en arrive là, c'est-à-dire si l'OFSP décrète qu'il faut faire des restrictions des libertés, qu'il faut confiner des gens, alors là, au niveau des cantons, en tout cas, on a tout un système, un état-major de conduite cantonale qui se met en place, où ce sont les autorités sanitaires de concert, évidemment, avec les autorités civiles et militaires qui sont aux commandes dans ces situations, avec la protection civile qui peut être réquisitionner. Et là, évidemment, on a le personnel qu'il faut, cas échéant. La question qui se poserait, évidemment, dans ces situations, ce serait de savoir s'il faut réquisitionner ou pas un bâtiment hospitalier ou pas, a priori vide, disons, parce qu'il faut que les autres gens qui sont pris en charge à ce moment-là dans les hôpitaux puissent continuer à y rester. Quel type de service on mettrait en place dans les hôpitaux déjà installés, et puis, cas échéant, oui, est-ce qu'il y a un bâtiment hospitalier vide ou pas? Il est déjà ce qu'on appelle un plan pandémie. Voilà. C'est ça. Effectivement, c'est un plan pandémie, c'est quelque chose qui est préparé. Mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, beaucoup de questions sur l'éventuel. Existe, bien entendu, il existe. Il n'est pas mis en route, mais tout le monde est en train de revoir les procédures parce qu'il est préparé. Si vous m'autorisez, Mélanie, je pose une autre question de Marc Dubois à Rebecca Ruiz. Est-ce que la Suisse a la capacité de concevoir des hôpitaux comme les Chinois en un temps record, de construire un hôpital en une semaine? Ça vous fait rêver, comme ministre de la Santé, on a vu. Ça va faire rêver les Fribourgeois, les Neuchâtelois aussi, avec leurs problèmes hospitaliers. Ça ne me fait pas rêver, et je pense qu'on n'en aurait pas besoin. Alors, en même temps, je vous parle d'une situation, vous l'avez dit, M. Pittet, qui est... disons, qui n'est pas dans pour laquelle on est prêt, mais qui n'est pas dans la ligne de mire, parce qu'on n'y est pas. Mais cas échéant, je pense qu'on aurait suffisamment de structures hospitalières bien organisées. Cas échéant, il faudrait chercher, je vous dis, un bâtiment vide si on visait un confinement, mais ça, on en a sur le territoire. Donc non, il ne faudrait pas construire un hôpital en 8 jours. La Chine intrigue beaucoup les internautes, Mélanie. Et notamment Pipo Mello. Si ce virus n'est pas plus virulent qu'une grippe, alors pourquoi la Chine réagit-elle avec autant de vigueur? Parce que ces virus, ils travaillent sur la masse. Si vous avez personne qui est protégé par un nouveau virus, que vous allez infecter pas 1000, mais 10 000, 100 000, 200 000 personnes, et qu'une petite fraction est très malade pour aller dans les hôpitaux, faites le calcul. C'est ces calculs de pourcentage qu'on évoquait auparavant. Et ici, il y a probablement des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont été infectées en Chine. Et si ça s'est concentré dans un endroit bien précis autour d'une grande cité, eh bien, effectivement, ça conduit à des catastrophes ou des difficultés sanitaires telles qu'on a pu observer. Et on oublie un peu que la grippe saisonnière, j'ai entendu ce chiffre récemment, ça fait, par exemple, en Allemagne, il y a 2 ans, ça fait 25 000 morts. La grippe normale. Absolument. On a un peu tendance à perdre ça de vue aussi. Oui, et puis il faut aussi se rappeler qu'on a une expérience. Si on rebondit sur ce qui a été dit auparavant, en 2009, on a eu une nouvelle grippe. Les systèmes sanitaires ont été surchargés réellement.
mais on a réussi à s'adapter. Donc on va travailler aussi avec une expérience. Le but, c'est de protéger surtout les hôpitaux, les centres de soins. Et le meilleur scénario à envisager, probablement pour l'instant, c'est une situation similaire à celle qu'on a vécue en 2009. Sur la Chine toujours, peut-être encore 2 questions. Madame Hayé nous dit comment se fait-il que ça parte toujours de la Chine, hein, sachant que ce n'est pas le seul pays au monde où on consomme des petits animaux qui sont porteurs du coronavirus. C'est l'histoire du coronavirus, de nouveau, c'est une question... Mais il y a quelque temps, on me posait la question pourquoi tous ces nouveaux virus viennent d'Afrique. Donc en fait, c'est une vision un petit peu paradoxale. Il y a 2 ou 3 virus, en particulier le virus de la grippe, qui niche en Afrique pour des raisons complexes d'environnement, de proximité avec des gros réservoirs animaux. Ces virus, ils viennent des réservoirs animaux et ils sautent ce qu'on appelle la barrière des espèces pour aller infecter l'homme. Alors c'est vrai pour le virus de la grippe, c'est vrai cette fois-ci pour le coronavirus, mais ce n'est pas vrai pour d'autres. Si vous vous rappelez le virus du Zika, qui a infecté toute l'Amérique du Sud, lui, il est né plutôt en Afrique. Et il y a plusieurs exemples comme ça, on ne va pas mentionner l'Ebola parce que c'est un peu particulier, mais donc le réservoir, il est partout dans le monde. En l'occurrence, ici, il se focalise sur la Chine. Dernière question. Dernière question, Madame Schneeberger, qui nous dit quelle preuve que ça vient d'un marché de Wuhan, cette ville, alors qu'il y a, comme par hasard, un laboratoire P4. Donc un laboratoire P4, on explique, c'est un laboratoire de haute sécurité consacré à l'étude de certains virus particulièrement dangereux. Il y en a un à Wuhan. Ça, c'est la théorie du complot. Il y en a beaucoup. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Ce virus est très proche de virus qui ont été identifiés chez des chauves-souris il y a déjà plusieurs années. Donc, pas très loin d'ailleurs de l'épicentre, on peut trouver des virus qui sont très, très, très proches. Donc, le réservoir principal de ce type de virus, c'est le monde animal. Inventer un tel virus en laboratoire, c'est quasiment impossible. Merci Mélanie. Pascal Schroepler, je vous pose une toute dernière question. Vous avez fait l'effort de venir sur ce plateau. L'Office fédéral de la santé publique est aux manettes. Est-ce qu'on peut regarder les gens dans la caméra et leur dire aujourd'hui, il n'y a pas tellement de raison de paniquer? Je pense qu'il ne faut pas paniquer, c'est ce que je disais au début. Il faut être alerte, il faut, nous, représentants des autorités, médecins, spécialistes, créer un climat de confiance, prendre les mesures qu'on peut prendre au moment voulu et informer. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci à tous les 4. Didier Pittet, vous restez avec nous. Merci Laurent Kaiser, merci Pascal Schroepler, merci Rebecca Ruiz, merci Mélanie.